Apple aime cultiver le secret et veut maîtriser sa com. Aucun nouveau produit n'est dévoilé en dehors de Keynote qui font office de messe numérique pour ses millions de fans. Mais à l'heure des rumeurs qui dévoilent toutes de ses futurs produits, du flux continu d'infos ou d'intox sur les réseaux sociaux, Apple peut-elle encore faire le buzz? Débat. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitLemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 326 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Ce site, c'est également le vôtre. Il est ouvert à vos idées d'articles et si vous souhaitez prendre la plume, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne pour être publié. Et merci, un grand merci à Raphaël. Merci notre grand ordonnateur qui supervise le site, avec comme chroniqueur cette semaine en plateau notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et tu as une nouvelle casquette désormais. Oui. J'ai pris depuis quelques semaines la tête de Ionisix. Ionis, qu'est-ce que c'est? C'est une école, Ionisix? C'est une école d'enseignement en ligne qui existait déjà, mais qu'on va transformer en Netflix de la formation. Ah, tout rien simplement. que ça. Rien que ça, voilà. Donc Parce que le sens étymologique d'école, c'est arrêt du travail ou loisir studieux. Ouais, c'est ce qu'on nous avait raconté à 42, effectivement. Voilà, et donc justement, les anciens 42, c'est des anciens Ionis, justement, d'Epitech. Et là, c'est justement dans la continuité, on va essayer de faire en sorte de proposer. Déjà, ça existe déjà, il y a une 500aine d'heures de cours déjà en ligne, mais on va en mettre bien mettre 2000 heures. Dans tous les domaines ou uniquement Dans tous les domaines, la communication, le le marketing. Pour moi, je peux me former. Tout le monde y a accès. Boulot, et je pense que quand tu passes 2 heures à regarder une série, tu as perdu 2 heures, même si tu t'es diverti. Ouais. Quand tu vas passer 2 heures à te former, tu auras 2 heures de gagné. Il est bon en marketing. Duplex de la rédaction de LCI, il est bon aussi en marketing, un historique de cette émission. Cédric Ringrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. On dit encore la chaîne Info. Moi aussi, ça se dit encore. je vais aller sur la nouvelle plateforme. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir apprendre. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il faut dire quand même, Ionis, c'est quand même. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas que des écoles d'informatique. Non. Il se trouve que je suis voisin d'Epitech, donc forcément le tropisme numérique est quand même très très fort. Ouais. Non, c'est intéressant. Ça fait partie de choses qui n'ont pas encore été sérieusement tentées jusque-là. Expérimentées. Ça pourrait être notre coup de cœur de la semaine, mais on va arrêter de. Non, c'est bon. Est-ce que c'est pas d'autopromo. Est-ce que c'est une concurrence frontale à 42? Pas forcément, parce que c'est. Justement, mon coup de cœur sera 42, justement. Bon, on va voir ça. Bah voilà. Donc, un de mes coups de cœur. Ah bon, d'accord. On va voir ça tout à l'heure. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Duplex également. Damien Douanier, explorateur digital et chroniqueur à BFM Business. Bonjour Damien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. C'est bien rentré du Vietnam. C'était bien le Vietnam? Raconte-nous un petit peu. Oui, c'était très bien pendant 2 petites semaines bien sympathiques. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, bien sûr, de prendre mon iPhone, de faire des photos, parce que ce que j'ai noté, c'est que là-bas, il n'y a pas d'Apple Store officiel, mais il y a plein de petits revendeurs divers et variés. Donc, on a plein de non-premium resellers qui sont présents, qui mettent bien la pomme en avant, avec marqué iPhone à côté, très souvent en titre de magasin. Donc, c'est très amusant. Donc, des petites échoppes, des petits boui-boui qui mettent bien en avant. On voit, tu nous as ramené quelques photos. Tu peux les commenter brièvement? Oui. Alors, quelques photos. Il y a, par exemple, j'ai trouvé dans un magasin de souvenirs un magnifique petit support qui permet de poser son téléphone avantageusement comme toi, devant toi, Olivier, mais avec une magnifique pomme, donc présente en différentes couleurs. Donc, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez choisir. Autre point qui est intéressant que j'ai constaté, il n'y a pas du tout d'existence d'Apple Pay là-bas. En revanche, Samsung Pay, vous pouvez y aller. En fait, il n'y a que là-bas qu'on trouve Samsung Pay, en fait. L'autocollant, voilà, l'autocollant Samsung Pay, donc la possibilité de l'utiliser est présent dans la moindre petite échoppe, le petit boui-boui, l'endroit où vous pouvez manger, sur la vitrine, près de la caisse. Par contre, Apple Pay, non. Bon, il faut dire que les prix des iPhones, ça n'est pas forcément hyper accessible, encore une fois. On va voir si Apple va réagir de ce côté-là. En duplex également, il n'est pas du côté de Lausanne cette fois-ci, il a passé la frontière, je crois. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Je suis de retour au Bercail, Olivier. J'ai marqué sur mon prompteur Lyon avec un I, j'ai honte, mais c'est n'importe quoi. c'est bien corse, ça, tiens. Vraiment, Lyon. Toutes les villes au nord d'Avignon. Ça va? Mais ça roule. Écoute, moi, je suis allé au salon de l'auto la semaine dernière. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu dans mes vidéos sur le site. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de connectivité cette année. Ça valait le coup d'y aller, quoi. On va parler de CarPlay, très bien. Et en duplex, un spécialiste de la communication et du marketing digital, Marc Fanali Isla de l'agence Ma Social Branding. Bonjour Marc. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. On se retrouve après des années à l'époque quand je m'occupais du magazine iLive. Oui, ça ne rajeunit pas. Ça fait 9 ans maintenant. Ouais.
Voilà, donc de retour, mais dans les réseaux sociaux de mon côté maintenant, même si j'utilise toujours Apple parce que je fais du community management pour des marques, j'ai une équipe de 10 personnes qui Alors, My Social Branding, en quelques mots, c'est ça, ton Ouais, en fait, agence? c'est une agence que j'ai créée il y a maintenant 10 ans, mais au même temps que j'étais rédacteur en chef de High Life, je l'avais fait en auto-entreprise suite au premier livre que j'avais écrit sur les réseaux sociaux. Et puis depuis ça a grandi. Là, maintenant, on est une dizaine et je pilote des community managers, web designers et producteurs vidéo aussi. Et bon, pas aujourd'hui, comme vous le voyez, mais voilà. Donc, c'est pour essayer d'aider les marques à bien communiquer et avoir des fans comme les musiciens, puisque c'est le vocabulaire des réseaux sociaux, Bon, d'avoir justement, de des j'aime et fans, des de fans. communauté, de Voilà. communication et de marketing digital, tu C'est vas pouvoir nous porter un petit peu ta science et porter un regard sur celle d'Apple. Il y a beaucoup à dire. Et dernier intervenant cette semaine, on parlait de community manager, le community manager de cette émission, Virgile Perron. Bonjour Virgile. Bonjour Olivier, salut tout le monde. Bon, tu n'as pas arrêté de tweeter cette semaine des extraits, j'ai vu ça, formidable. On enchaîne tout de suite avec toi Virgile et le chiffre de la semaine. Virgile, quel était le sondage, la question qu'on vous a posée sur Twitter cette semaine? Alors, cette semaine, on vous a demandé ce que vous pensiez, si vous pensiez que Apple devait changer sa politique de communication et arrêter de cultiver le secret. Donc, vous avez répondu non à 69%, donc une écrasante majorité. Ouais. Et oui à 31%, et en tout, vous avez été 249 à voter. Alors, messieurs, vos réactions, peut-être commencer avec Cédric, puisque il y a eu pas mal d'annonces quand même ces dernières semaines, Cédric, de concurrents d'Apple, et on voit que Apple a de plus en plus de difficultés à offrir de la perspective par rapport au grand public, par rapport au marché également, hein, pour contrer les annonces de ses concurrents. Une des quelques déclarations de Steve Jobs, il faut que j'arrête avec ça, de Tim Cook, début mars. On a raté un truc? Ouais. Devant un parterre d'analystes financiers, Bloomberg en a fait la transcription. Il s'est juste contenté de déclarer pour le futur que les dés étaient jetés, que du nouveau produit à couper le souffle allait venir. C'est quand même un peu court, quoi, pour assurer un petit peu le marché. Dites donc, il nous l'avait pas fait l'année dernière, ce coup-là, déjà? Ouais, chaque année. Ou fin 2017, ou quelque chose comme ça, où il avait dit, attendez, la roadmap que je vois pour l'année à venir, vous allez être ébouriffés. Et c'est là qu'on a compris que lui, il avait les cheveux coupés très très courts. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup, mais c'est amusant parce que c'est le seul moment où il se permet ce genre de teasing. Devant les analystes. Et donc, c'est pas gratuit. Bah oui, c'est devant les analystes financiers qui sont des gens qui eux, achètent l'avenir. Hein, ils achètent pas le présent. Ils vont pas faire monter ton action parce que tes comptes ont été très bons. Non, eux ils achètent les 6 mois, l'année à venir et ce qui va derrière. Et c'est vrai que pendant très longtemps, Apple fonctionnait sur un rythme qui était le sien. On l'a bien vu, hein, on sort ce qu'on veut quand on veut. C'est même pas quand on veut, on a même une espèce de saisonnalité où voilà, l'iPhone c'est en septembre, les iPads c'est en mars, enfin, etc. Et les Macs c'est quand on peut. Et là il se retrouve, mais c'est aussi parce qu'à l'époque son némésis sur le papier, c'était Samsung. Aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer et c'est peut-être aussi le fait que ce soit moins sensible aux États-Unis. C'est très sensible chez nous, hein. C'est-à-dire que la concurrence des marques chinoises aujourd'hui, elle est quand même hyper féroce, tant en termes d'offres, parce que tu as l'impression, et d'ailleurs c'est pas une impression, qu'il y a 2 smartphones qui sortent chaque semaine. Enfin, même quand ton métier c'est de suivre ça, il y a des fois tu te dis, attends, le Xiaomi, Redmi, machin, truc. Attends, on reprend, c'est lequel? Bon, les OnePlus, les Huawei, les Oppo et les autres, c'est moins sensible aux États-Unis parce que c'est des marques qui sont moins présentes. Mais quand même, ils voient bien ces chiffres et ces chiffres doivent lui dire quand même que la concurrence est hyper féroce. Du coup, il faut changer des choses et puis il faut rassurer parce que tout ça se fait sur le fond de trucs où on dit est-ce que Apple a encore la capacité à innover? Moi, je pense honnêtement que oui parce que ça ne peut pas montrer les produits dans les labos, hein, on est d'accord. C'est ça, non, et ça c'est pas leur genre. Ouais. Leur genre c'est pas venez, on va vous montrer sous embargo un truc, ça sortira dans 3 mois. Non, ça c'est jamais. Donc l'enjeu c'est peut-être pas l'innovation, c'est vrai, mais la communication. Est-ce que la communication d'Apple est-elle toujours efficace à l'heure des réseaux sociaux notamment? On y répond dans un instant. Apple doit-elle changer sa com? Alors un petit historique quand même de la com d'Apple. Elle a un petit peu été dévoilée déjà par Cédric. Hein. Elle est traditionnellement basée sur le secret. Hein. C'est pas un secret justement. C'est pas un secret, non. Apple ne communique pas sur ses futurs projets ou produits, on l'a dit. Elle se montre peu réactive également aux sollicitations de la presse et préfère prendre son temps et
demeurer maître de son agenda en quelque sorte pour communiquer. Marc, c'est vraiment justement la marque de fabrique d'Apple depuis des années, ça. Alors Apple, ce qui est étonnant avec cette marque depuis le début, c'est d'avoir d'avoir copié la communication des marques de luxe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à faire depuis le début, et surtout beaucoup plus depuis la campagne de 1997, dont je pense on va parler plus tard. Mais ils ont vraiment un phénomène de rareté et une manière de communiquer qui me rappelle, moi, les marques de luxe. Et je pense que cet effet, justement, d'être assimilé au luxe et de véhiculer une image haut de gamme ne peut que permettre de continuer à vendre tant qu'ils seront dans ce créneau-là. Parce que c'est quand même la seule marque, pour moi, dans la téléphonie qui a et aussi dans les ordinateurs, qui a ce côté très, très haut de gamme dans l'approche, en tout cas. C'est un peu le Nespresso du café. Et pourtant, voilà, si on regarde Nespresso, vous voyez, ce qui est marrant avec une marque comme Nespresso, avec laquelle on compare souvent Apple, c'est que Nespresso n'a même pas des produits finalement très haut de gamme, à part quelques-uns, mais il y a des produits accessibles, alors que Apple, eux, ont réussi à faire des produits vraiment qui se détachent de par leur prix, etc. Ils se vendent quand même à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. C'est ça qui est paradoxal. En plus. Donc moi, je trouve ça bien, leur communication, parce qu'ils ne sont pas très présents. Ils n'ont pas de compte Twitter. Ou en tout cas, il y a Tim Cook qui a un compte ils ont un compte Twitter, mais qui n'est pas alimenté, quoi, en fait. On va y revenir. Mais en préparant cette émission, tu me disais que en fait, la politique de communication d'Apple, elle a un peu été gravée dans le marbre par la campagne Think Different. Tu parlais de 97 tout à l'heure, à la fin des années 90. Qui est quelque part en matière de teasing un petit peu ce que vous essayez de faire aujourd'hui, vous les communicants, vous les pros de la communication et du marketing sur Twitter. Exactement, c'est pour moi le modèle de communication avant le hashtag. C'était un peu un hashtag avant l'heure, puisque le Think Different, c'était la première fois qu'une marque dans le côté ordinateur ou téléphonie, alors peut-être que là des experts vont me contredire, je ne connais pas toutes les marques dans ce domaine-là, mais c'était selon moi la première qui a non plus fait une com qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire basée sur la technicité du produit, mais une com émotionnelle basée sur une philosophie. Et de passer du fonctionnel à l'émotionnel, à la philosophie, eh bien, les gens n'achètent plus uniquement le produit et la technicité, ils achètent en fait la philosophie de vie et le fait de penser différemment. C'est ça qui a été acheté et qui est toujours acheté, je pense, aujourd'hui. En plus de cela, il y a aussi le fait que Steve Jobs, quand même le personnage, a copié au départ le PDG de Polaroid, qui était le premier à faire des présentations, des keynotes. Donc il a en plus endossé la marque. Donc je pense que cette marque, moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec les marques avec lesquelles je travaille, et c'est des grandes marques ou des plus petites marques, et je pense que c'est ce que tous les communicants essayent de faire à l'heure des fans, c'est justement d'avoir une communication émotionnelle et philosophique et plus basée uniquement sur ce que fait le produit, parce que la technicité du produit, souvent c'est un peu casse-gueule en communication parce qu'on n'est pas le meilleur ou on n'a pas le meilleur rapport qualité-prix. Et quand on fait une com fonctionnelle, les gens en face ne retiennent que le rapport qualité-prix. Ils vont se dire, ah bah tiens, cet ordinateur il est capable de faire telle chose, bah, je vais faire mon étude de marché. Alors qu'avec Apple, finalement, il y a plein de gens qui ne font pas d'études de marché. Ils achètent Apple parce que c'est la philosophie qu'il y a derrière. Didier, toi qui es un observateur de l'actu et de la marque Apple depuis des années, on sent bien qu'Apple veut construire sa marque, et l'a construit depuis des années, et impressionnant, assez haut de gamme, et assez émotionnel, c'est vrai. Marc a raison. Elle veut également pouvoir contrôler totalement son image. Est-ce que ce contrôle, surtout, elle a formellement réussi ces dernières années, mais ça devient quand même de plus en plus difficile avec l'accélération de l'actualité, l'accélération des sorties décrites par Cédric. Il faut être sur le terrain, répondre peut-être un peu plus souvent et être un peu plus réactif, non, aujourd'hui? Mais c'est vrai qu'ils sont aussi, il ne faut pas oublier le passé d'Apple. Ils sont quand même fait 30 ans de, entre guillemets, flop. Ils ont quand même eu beaucoup de mal au début. Leur façon de communiquer, leur culte du secret, c'est quelque chose qui a pas tellement bougé en fait avec les années. Et avant, ils avaient cette position de challenger. Donc, il fallait prendre un petit peu la presse par surprise si tu voulais qu'elle se déplace. Il fallait attiser une communauté de fans, effectivement, pour entretenir les ventes aussi, pour leur montrer que c'était une marque justement avec beaucoup d'affect à laquelle tu t'attaches. Et maintenant, c'est un petit peu
Big Brother. Donc c'est vrai que le schéma est quand même assez différent. C'est redevenu l'IBM des années 80 que tu es en train de dire là, en clair. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois par exemple toute la partie SAV, le nombre de gens qui cherchent à résoudre des problèmes. Alors Apple a un petit peu ses forums, mais par exemple, il n'y a personne quasiment de chez Apple qui répond sur ses propres forums, alors que plein de marques le font. Tu vois, ils te répondent, il y a la réponse officielle, et puis ça aide beaucoup de gens. Là, c'est encore l'entraide. Nous, il y a beaucoup de gens, par exemple, sur le site qui résolvent des problèmes. Après, tu as ces Apple Store, heureusement, qui sont là, mais il n'y en a quand même pas partout sur le territoire. Et puis, c'est vrai qu'ils sont extrêmement absents des réseaux sociaux. Sur Twitter, bon, ça bouge un petit peu parce que tu as quand même du SAV maintenant sur Twitter, des choses comme ça. Ils n'ont pas de page Facebook. Tu as plein de fausses pages Facebook, de groupes, de communautés. Si vous voyez des pages Facebook Apple, c'est du fake. Hein. Voilà, c'est tout du fake. Mais quelque part, tu te dis, ils vont y venir. Je vois pas comment ils peuvent se passer quand même de ça aujourd'hui, parce que même en termes de quantité, le nombre de gens qui viennent dans les Apple Store pour des questions, des fois, tu es à côté de gens, toi, tu as des gros problèmes quand tu viens et tu vois des gens qui ils ont laissé leur chat sur leur MacBook, et puis le gars il dit, ah oui, c'est pas bien, il faut pas laisser son chat. C'est des trucs, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour ça. Et je pense qu'ils sont un peu au bout du système. Après, juste pour revenir un peu sur la communication en général, le culte du secret, je pense pas qu'ils vont s'enlever ça. Effectivement, c'est leur marque de fabrique. Mais moi, ce que je trouve assez amusant, je vais te raconter juste une petite anecdote, c'est que chaque année, on a des étudiants comme ça en école de com qui sont assez jeunes, qui sont nés dans les années 90-2000, donc ont vu l'Apple de l'iPhone, l'Apple du succès, et qui je dirais, autour d'eux, Apple, c'est un petit peu le cas d'école, c'est un petit peu le modèle à suivre en communication, justement. Et c'est très drôle quand tu leur racontes que, en fait, ce modèle, il existe depuis toujours, et que, par exemple, pour le Mac, ça a fait un flop terrible. Leur premier succès, c'était vraiment avec l'iPod et l'iPhone. Finalement, tu relativises beaucoup tout ça. Tu dis, quelque part, aujourd'hui, s'ils enlevaient toute leur façon de communiquer, le culte du secret, si les produits sont bons, finalement, ça peut se suffire aussi à elle-même. Voilà, moi, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le passé, quoi. Un observateur attentif pour s'en convaincre. Regardez, tu parlais à l'instant du compte Twitter, effectivement. Au moment où on enregistre cette émission, le compte Twitter d'Apple comptabilise 2 518 544 abonnés, c'est pas mal. Mais elle suit 0 personne et compte 0 tweet à son compte. Ils en ont effacé quelques-uns. Ils en ont effacé quelques-uns quand même. Le compte Twitter est un compte qui fonctionne différemment parce qu'il think different lui aussi à la Apple. En fait, le compte Apple Twitter est uniquement actif au moment des keynotes. Et là, vous avez l'intégralité de tout ce qui se passe. Et à partir du moment où ils arrêtent la keynote, tout disparaît. Et donc, ça veut dire qu'en gros, il y a cette logique événementielle qui était, si vous vouliez voir ce qui s'y passait, il fallait être là à ce moment-là. Idem pour, il y a quand même un élément qui n'a pas été vu, mais jusqu'à présent, la keynote était retransmise sur le site d'Apple, puis les Apple TV. Pour la première fois, cette fois-ci, elle a été retransmise sur Twitter en live. Donc ils y viennent tout petit à petit, mais ils ont une démarche qui est cette démarche un peu d'exception, qui est nous on suit personne, plein de gens nous suivent, on aime personne et on prend la parole uniquement quand on doit prendre la parole. Le reste du temps, le site est vide, la page Twitter est vide. C'est complètement la philosophie dont on vient de parler il y a quelques instants. Mais justement, ça rejoint ça rejoint tout ce qu'on sait sur la communication d'Apple, c'est-à-dire que elle est tellement axée autour des keynotes que dans leur esprit, tout ce que tu pourrais faire en plus ou à côté ne viendrait que dénaturer le discours de la keynote, qui lui est écrit comme un opéra, tu vois ce que je veux dire, où il y a chaque note, chaque mesure, chaque truc, et c'est répété. Une fois que tu as fait ça, pour eux, le job est fait, et tout ce que tu ferais moi pendant des années, quand on allait voir, je sais avec Olivier, les retransmissions de keynote à Londres, à la fin, quand on te mettait l'appareil entre les mains, il y avait un chef de produit, alors qui venait d'arriver, qui descendait de son avion de San Francisco, et qui venait en gros répondre, aller aux 5 questions que tu pouvais te poser. Mais lui, il avait le droit de parler devant une caméra. Le problème, c'est qu'il avait appris 5 réponses, et si ta question n'était pas l'une des 5 questions, il te sortait une des 5 réponses. Mais au moins, ça existait. Même ça, c'est terminé. Je pense qu'un jour, ils se sont dit non, c'est trop d'initiative par rapport au message ciselé qu'on vient de délivrer sur scène. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'y touche plus. Ouais. Donc, de fait, multiplier les plateformes pour arriver à disséminer le même message, ça leur pose pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est rare qu'ils prennent des initiatives en dehors de ça. Il y a des exemples, mais qui ne sont pas centrés sur le produit. Au-delà, la communication, elle est plus verticale, comme du temps de Steve Jobs et avant les réseaux sociaux. Elle est de plus en plus horizontale à l'heure des réseaux sociaux aujourd'hui. On l'a vu notamment plus récemment avec le mouvement des Gilets jaunes. Comment on peut continuer à cultiver, je ne sais pas si Stéphane réagit ou peut-être Marc, à cultiver comme ça ce système de communication qui est très rigide et très vertical chez Apple?
Chez Apple, comme ça a été dit juste avant, ils ont des grandes messes, ils ont arrêté leur présence dans les salons, il n'y a plus de moments où ce sont les autres qui préparent quelque chose et eux se greffer à quelque chose. Donc c'était à nous de suivre. Et donc pour garder une forme de maîtrise. Mais aujourd'hui, peut-être que cette décision qui était peut-être à un moment donné ne marche plus. Et compte tenu justement des réseaux sociaux et de la façon dont les choses sont en train de se passer, peut-être qu'il sera nécessaire de faire évoluer, qu'il y ait plus d'interviews ou de prises de parole de la part de Tim Cook. On voit que Tim Cook prend la parole plus souvent. Selon moi, c'est un modèle en fait Apple à suivre finalement pour les marques de ne pas être présent partout parce qu'on est dans une génération où il y a trop d'informations. Finalement, on ne voit plus rien. Et qui sont les vraies stars dans l'ère de la communication horizontale? Les vraies stars, c'est les gens qu'on adule ou les personnes qui vont être inspirantes, etc. Finalement, est-ce que ce ne sont pas celles qui vont prendre la parole uniquement une fois de temps en temps? Et peut-être que Apple a raison là-dessus, de rester là-dessus et de ne pas sombrer dans la culture du trop plein d'informations. Après, je suis par contre pour tout ce qui est service client, etc. Comme le disait Didier, il y a peut-être des choses à faire évoluer à l'aide des réseaux sociaux. Mais je pense que de juste parler au moment où il le faut, pour moi, ça suffit. Il y a quand même un flux d'infos qui débarque des réseaux sociaux, une accélération lorsqu'il y a quelque chose qui est monté en épingle, ça buzz de tous les côtés. Apple veut créer le buzz, ils se prennent un effet boomerang de contre-buzz derrière, ils n'y répondent pas. Donc ça, on sait qu'ils ont, parce qu'on a reçu Emmanuel Paquet dans cette émission, qui nous disait qu'ils avaient recruté des experts de la communication de crise en Europe. Il était temps chez Apple, mais il y a quand même une nécessité de réponse, de proximité, et ça fait un peu tour d'ivoire quand même et isolement. Et quand on est une entreprise qui incarne l'innovation, l'isolement c'est jamais très bon. Au-delà, vous parliez de keynote et d'effet de buzz. C'est quand même belle lurette, messieurs, qu'on n'a pas eu une énorme surprise lors d'une keynote. La plupart des annonces, elles étaient inventées par la rumeur. Donc, je ne sais pas si Cédric ou Didier veulent rebondir, mais à quoi bon cultiver le secret si, avant même le début de la keynote, on sait tout d'un produit? Donc, il n'y a plus d'effet buzz aujourd'hui. Le problème, c'est aussi la saisonnalité. Quand tu sais qu'il y a une keynote, je ne sais pas, tu es en début septembre et tu dis qu'il y a une keynote mardi, tu sais qu'il y aura l'iPhone dedans. Donc, si tu veux, tu sais même ce que tu dois chercher. Là, on est au mois de mars. Tu vas voir qu'à partir du mois prochain, on va commencer à avoir les premières photos de moules d'iPhone de prochaine génération, les specs. On commence à voir on en parlera dans un instant avec le busomètre avec Didier. Donc, ok, vous cultivez le secret, mais cultivez le secret. C'est même pas ça le souci pour moi. Pour moi, c'est même pas ça le souci. C'est que la mission autoproclamée d'Apple, au travers de cette communication très déterminée et délibérée, il n'y a rien d'accidentel, c'est, comme ils le disent eux-mêmes, c'est surprise and delight. Pour le delight, tout va bien. Pour le surprise, ça fait quand même longtemps, j'essaie de réfléchir. C'est quand la dernière fois qu'on a vu dans une keynote sortir un truc, on a dit « Waouh !» Tu vois, enfin un truc où on était vraiment légitimement surpris. Je sais pas, les AirPods. Ouais, et encore, on n'a pas tout de suite mesuré l'impact qu'ils auraient pu avoir. Le AirPower. Même eux. Le AirPower, arrête. Le AirPower, on a dit qu'on ne parlait pas des morts. C'est amusant parce que le seul produit qu'ils ont préannoncé, mais c'est important ce que dit Damien, c'est l'un des rares produits dont ils ont accepté de rompre leur culture de préannonce. Donc là, ils ont préannoncé un produit, et puis patatras, il n'est pas dispo. Voilà. Les seuls produits qui se permettent de préannoncer sont des trucs sur lesquels ils ne sont pas présents et où pour le coup la concurrence pourrait être puissante. Les AirPods, AirPower, parce que ça permet aussi de préannoncer un truc et tout à coup tu préemptes des achats qui seraient peut-être partis ailleurs entre le moment où tu annonces. Voilà, c'est comme ils l'ont fait, c'est sur quoi ils l'avaient fait. Enfin, c'est un truc courant. Tu les verras jamais, évidemment, préannoncer quoi que ce soit sur le prochain iPhone parce que ça cannibaliserait toutes les ventes qui vont se passer d'ici là. Mais voilà, le problème, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas été juste surpris. Est-ce qu'il y a vraiment un culte de secret, Didier, chez Apple? Au sens que, véritablement, on peut se poser la question s'ils ne laissent pas faire toutes ces fuites, parce que finalement, ça permet d'alimenter un buzz. Et justement, comme l'a décrit très bien Cédric, préempter des achats en disant, voilà, Samsung sort des
téléphones pliables, il y a la rumeur sur le nombre de capteurs photo qui arrivent à ce moment-là. En fait, on avait déjà parlé un petit peu de ça dans une émission, c'est-à-dire que tu as quand même deux choses. Il y a le fait qu'il soit très gros aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de choses, notamment en Chine, qui sont quand même impossibles à cacher. On parlait des moules d'iPhone. Voilà, dès qu'ils construisent quelque chose de très grand public là-bas qui va être vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, ça devient extrêmement compliqué de les cacher. Là, quand ils font leur partenariat avec la presse, avec les grands studios, c'est pareil. Il y a trop de gens impliqués pour le secret. Par contre, moi, je suis quand même pas très d'accord. Il y a quand même pas mal encore de petites choses qui sortent pendant les keynotes. Par exemple, le CG dans l'Apple Watch. Tu vois, personne ne l'avait vu venir. Et alors, on s'en rappelle pas parce qu'on savait un peu tout le reste. Ouais. Mais effectivement, les AirPods, les Mac, les Mac globalement, ça fuite quand même assez peu. Par exemple, le Mac Pro, t'as aucune fuite aujourd'hui. Alors aujourd'hui, là, le proto, il devrait être quand même bien avancé. Bah oui, depuis le temps. Donc, mais moi, par contre, ce que je trouve un petit peu dommage aujourd'hui, c'est qu'ils pourraient se permettre sur certains segments d'annoncer des choses, notamment chez les pros. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, les pros, ça fait longtemps qu'ils ont quitté Apple. Bon, mais c'est vrai que justement, le Mac Pro aujourd'hui, tu vois, il se passe du rififi là avec Nvidia, qui est un petit peu mis de côté. Enfin, je trouve que leur com vraiment avec les pros, elle est pas pro justement, et que voilà, il y a des boîtes aujourd'hui qui aimeraient savoir un petit peu comment se positionner, quel matériel acheter. Et là, c'est vrai que jouer à ça. Maintenant qu'ils sont gros comme ça, où ça représente plus rien chez eux, en termes de chiffre d'affaires, c'est vraiment rien. Et là, ça devient un petit peu ridicule. Après, qu'ils veuillent faire le buzz sur des produits grand public avec des super fonctions. Dans l'iPhone aussi, tu as quand même des petites fonctions, tu vois, tu vois, on sait le design de l'iPhone, mais on sait pas tout ce qu'il y a dedans. iOS, macOS, ça reste quand même assez cloisonné, l'air de rien. Il y a quand même très peu de gens qui travaillent. Donc, ils fonctionnent quand même dans des silos. Quand tu discutes avec des gens qui travaillent chez Apple, ils savent pas ce que le mec du bureau d'à côté fait. Donc, voilà, je pense que ça fait partie quand même de l'ADN de cette boîte. Il y a pas beaucoup d'entreprises, à part des entreprises qui sont liées à, je sais pas, des problèmes nucléaires, de l'armement ou je ne sais quoi, la défense et le reste. C'est la défense. Et combien de sociétés t'obligent à avoir ce type de truc? Moi, je sais pas. Moi, j'avais presque honte même de poser un pied dans cet endroit-là, dans ces trucs-là. Je sais pas pour toi, Cédric, mais moi, je sais pas, j'ai jamais pu rentrer. Hein. Bien sûr. Connu, hein. On avait un ami avec mon camarade Guillaume Delalande. Il avait un ami d'enfance qui travaillait chez Apple et on lui dit tiens, on n'est pas loin. Il a dit venez prendre un café, c'est super, je vous emmène à la cantine. Vous êtes vraiment sûr? On va rentrer dans la cantine d'Apple. Et arrivé sur place, on s'est retrouvé dans l'espèce de petit store qu'il y avait là, où au moins on a pu acheter un t-shirt. Et il est arrivé, il a dit j'avais oublié un truc. J'ai le droit de vous inviter, mais pas vous, parce que vous êtes journaliste. Donc, vous avez le droit d'inviter famille, amis qui voulaient, sauf s'ils sont journalistes, même juste pour aller à la cantine boire un café. Il y a des boîtes où tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le badge, quoi, en gros. Mais c'est vrai que dans des boîtes comparables, moi, quand je vois comment on m'a laissé me promener dans les couloirs d'Intel, même des gens qui faisaient la R&D, etc., c'est une culture qui est largement qui est inculquée à coup de formation quand tu rentres chez Apple. C'est l'un des premiers trucs qu'on t'apprend, c'est ce qui se passe dans le bureau d'à côté. Si on t'en a pas parlé, c'est que ça te concerne pas. Et alors il y a toutes les choses qu'on a lues, vues et qu'on croit savoir sur l'espèce de force de sécurité interne qui fait la chasse aux fuites, etc. Et ça, boulot, hein. c'est réel. Il y a un boulot de fou parce qu'évidemment, il y a toute la supply chain. C'est-à-dire qu'il y a toute cette espèce de partie immergée de l'iceberg qui est toute la supply chain, toute la fabrication des composants, du machin, etc., même du transport. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué de dire on va dévoiler sur scène un truc qu'on a déjà produit par millions à l'autre bout de la Terre, mais que personne n'aura vu. Bon, évidemment que c'est compliqué, surtout qu'il y a plein de gens qui ont une motivation financière évidente à savoir exactement ce qui se passe, ne serait-ce que les fabricants de coques. C'est rigolo d'être battu par un truc qui est totalement accessoire, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Pour autant, moi, je ne crois jamais au fait que Apple lâche des rumeurs. Ils peuvent tester le marché ou tester l'opinion. Tu vois, c'est un truc, les politiques font ça en disant « Oh, quand même, on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas légiférer sur telle ou telle question. » Après, ils regardent les éditoriaux du lendemain et ils disent « Non, finalement, c'est une connerie, j'ai pas ce que vous avez mal compris mes propos, vous avez sorti de leur contexte. » C'est pareil. Voire même, il leur est arrivé d'allumer des contre-feux, mais dire qu'Apple alimente la rumeur sur l'iPhone à venir, par exemple, jamais. J'y croirais jamais. D'accord. Alors, des rumeurs, parlons-en justement. C'est l'heure du busomètre. Le busomètre avec Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine du côté de Mac Forever, Didier?
Mais écoute, on commence par la rumeur quand même, enfin pas la rumeur, l'annonce de la keynote du 24 mars. On dit plus keynote maintenant, tu as vu, on dit Apple Event. 25, oui, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. On devrait voir arriver donc les nouveaux services de vidéo et peut-être d'abonnement à la presse. Alors je pense que ce sera uniquement aux US à mon avis, et encore, c'est pas sûr que ça sorte, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de petits soucis avec ses partenaires. Et peut-être un peu de hardware, Olivier, peut-être des nouveaux iPads, peut-être un iPod. Certains aimeraient bien un iPod Touch. Touch, ouais. Et peut-être aussi le AirPower et les nouveaux AirPods sans fil. Ce serait pas mal. Au moins le boîtier de recharge sans fil, ce serait déjà pas mal, ouais. Bon, deuxième rumeur, elle est liée à la première, bien sûr. Oui, alors ça c'est un cabinet d'analystes qui donc estime le budget d'Apple à environ 1 milliard de dollars. Ça c'est des chiffres qui étaient déjà sortis. Et par contre, il prévoit 100 millions d'abonnés d'ici 2024 en 2024. Ça me paraît ambitieux, moi, mais la vraie question c'est ça va être la tarification de tout ça, si le prix va être intégré ou pas avec l'achat d'un téléphone, si le prix va être intégré avec Apple Music. Enfin voilà, il y a plein d'inconnus. Mais t'es pas chez Amazon, là. C'est pas. Je sais bien, mais acheter l'avenir d'Apple, tu sais bien, c'est les services, mais le budget n'est pas illimité, donc à un moment donné, il faudra faire des choix. Troisième rumeur. Alors, on reparle des AirPods, justement. Alors, tu sais qu'Apple fait valider des brevets régulièrement. Alors, on ne sait pas si c'est pour brouiller les pistes ou, la plupart, quand même, on en retrouve une partie dans les produits que tu as dans ton quotidien. Alors, c'est une rumeur assez rigolote. C'est la description, en fait, d'AirPods. Hein. Vraiment, ça ressemble à des AirPods. Et il y aura un petit écran sur le côté. Alors, peut-être un écran un peu arrondi, comme ça, un peu plié, qui pourra indiquer, par exemple, le titre de la chanson, qui pourrait être tactile, par exemple, pour régler... Deux, trois petits trucs. Alors, le niveau de batterie, tout simplement, hein, ça serait pratique. Ce serait pas mal. Je serais dit ça, je dis rien. Mais... Attends, un écran sur le côté de l'AirPod ? Non, sur le boîtier. Sur le boîtier. Ah, sur le boîtier, tu m'as fait très peur. Ça ressemblait à une chinoiserie sans intérêt. Genre, tiens, on va coller un écran, ça va être super. Ils en sortent des choses un petit peu bizarres comme ça. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire avec ça leur territoire au cas où, on ne sait jamais. Ouais. Quatrième rumeur, Didier. Alors, l'action Apple retrouve la confiance des investisseurs. Effectivement, tu as vu qu'elle a retrouvé un petit peu des couleurs ces derniers mois. Après vraiment, elle s'est vraiment cassé la figure là, en fin d'année. Après les résultats décevants des iPhones. Ouais. Exactement. Donc, la confiance revient. On va voir un petit peu ce que ça donne pour les prochains résultats financiers. Mais en tout cas, voilà, si tu as acheté des actions Apple au moment où elles étaient très basses, tu as fait la culbute. Oui, c'est clair. Il y en a quelques-uns comme ça. Dernière rumeur pour cette semaine, et pas des moindres. Et pas des moindres, puisqu'on parle quand même de démanteler Apple. Et alors, est-ce que c'est une rumeur à prendre très au sérieux ou pas ? Pour l'instant, c'est quand même difficile à dire, mais effectivement, il y a une sénatrice américaine qui voudrait démanteler Apple. Démocrate ou républicaine ? Démocrate. Donc, elle va démanteler que Apple ? Non. Toutes les GAFA, bien sûr. Parce que ils sont déjà démantelés, là. Bon, c'est bon, voilà, allons-y. Mais bon, voilà, on a déjà vu ça, la volonté de scinder comme ça des entreprises qui seraient devenues trop grosses en différents silos, mais bon, voilà, est-ce que ça va se faire ? Je pense qu'il y a encore un petit peu de marge, surtout quand c'est le poids que ça a pris aujourd'hui. Ouais, il faut mais regarde ce qui vient de se passer là maintenant, à l'heure où on se parle, où Daniel Ek de Spotify a annoncé qu'il portait plainte devant la Commission européenne contre Apple, en expliquant tout simplement, en disant voilà, moi j'ai un service, je le vends 10 euros par mois. Face à moi, j'ai des concurrents. L'un de mes concurrents, c'est Apple, qui vendent aussi à 10 euros par mois. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'Apple me prélève au travers de l'App Store 30% sur mes nouveaux abonnements et accessoirement, m'empêche de parler directement à mes abonnés, etc. Donc voilà, ils expliquent que... Mais c'est des schémas où tu as des géants qui sont à la fois une plateforme de distribution et où ils ont des services ou des offres comparables. Regarde Amazon qui lance des produits par centaines. Je ne sais plus combien de marques maison ils ont de produits chez Amazon. Au-delà même d'Amazon Basics, tu sais, le truc où tu vas acheter un câble USB ou une boîte de piles. Mais ils ont des marques dans la cuisine, dans le sportswear, dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils décident de vendre ? Ce qui se vend déjà bien sur leur plateforme au travers d'autres marques et d'autres vendeurs. Donc, ils sont concurrents de leurs propres des produits qu'ils distribuent eux-mêmes. Mais en même temps, c'est difficile à sanctionner tel quel parce que c'est quelque chose qui existe dans la distribution depuis très longtemps. Donc, mais pour autant, est-ce que tout le monde va rester assis sur ses mains en disant non, finalement, si le consommateur s'y retrouve, il y a que ça qui est important, ça à voir. Mais il y a aussi une question de monopole, parce que effectivement, le problème que tu évoques, il est aussi lié au fait que sur l'iPhone, il peut y avoir que l'App Store. Alors aujourd'hui, ça représente qu'une partie du marché, mais c'est vrai que un développeur aujourd'hui, par exemple, il n'a pas le choix. C'est soit App Store, soit Google Play. Et il est quand même dépendant de ça. Et quand il se retrouve effectivement concurrent avec Apple ou avec Google, il y a un vrai conflit d'intérêts.
On avait vécu le démantèlement, c'est une vieille ancienne entre de scinder d'un côté les tuyaux et les plateformes, de l'autre côté les contenus. Finalement, c'est une vieille ancienne qu'on a eu en Europe aussi. Je pense pas que ça arrivera forcément, mais je trouve intéressant quand même qu'on voit apparaître ça dans une campagne électorale aux États-Unis, ou au moins que dans les prémices d'une campagne. On avait vécu ça dans les années 90 avec Microsoft, souvenez-vous, quand il était ultra dominant dans le marché du PC. On était loin d'avoir le nombre d'appareils et d'utilisateurs qu'aujourd'hui avec les smartphones. Mais déjà à l'époque, c'était l'ogre de Redmond. Il était qualifié ainsi. Il y avait plusieurs procès et des poursuites dans le cadre de la loi antitrust aux États-Unis. Puis finalement, ça s'est fini par s'arranger pour Microsoft. Puisqu'il y avait une maxime aux États-Unis de dire, et c'est maintenant le vrai pour tous les GAFA, hein, ce qui est bon pour Microsoft est bon pour l'Amérique, messieurs, non, quelque part. Oui. Mais oui, non, mais c'est ça. Hein, Non, mais surtout la justice est pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours un doute sur le fait que cette justice-là soit un bon outil pour résoudre ce qui est un problème, hein, qui est un problème de concurrence et qu'il faut régler d'une manière ou d'une autre. Mais justement, l'exemple Microsoft, c'est ça. C'est quand même les procédures ont pris un temps parce que ça prend un temps infini, parce qu'il y a évidemment des procédures d'appel, etc. Et à la fin de la foire, tu te retrouves 8 ans plus tard à dire alors attention, vous n'allez pas mettre de navigateur dans votre système d'exploitation. Alors que c'était peut-être un débat valide 10 ans auparavant, mais voilà. Le rythme de la technologie et de l'innovation n'est pas celui de. Il faut remonter du temps d'AT&T aux États-Unis pour avoir un démantèlement important. Donc ça remonte il y a vraiment des années. Bref, retour donc sur le sujet principal de cette émission, à savoir la politique de communication d'Apple, les rumeurs. Et tout cela est basé sur un socle essentiel qui fait le buzz aujourd'hui. C'est bien sûr sa communauté d'utilisateurs. Alors Apple doit-elle plus valoriser sa communauté? On l'a dit, la force d'Apple est de disposer d'une communauté, Stéphane, d'utilisateurs extrêmement fidèles, prescripteurs. Elle a presque créé une addiction avec ses utilisateurs. À l'origine, dans cette émission, on avait demandé à un sociologue de venir pour essayer d'étudier un petit peu ce phénomène et qui explique comment une marque a réussi à générer un formidable buzz au fil des sorties des produits. Il suffit pour cela de regarder en arrière l'histoire d'Apple, des queues incroyables qui étaient devant les Apple Store, où les gens étaient prêts à dormir sur le trottoir pour constituer les premiers privilégiés à disposer du précieux iPhone. Encore une fois, tout cela n'a rien du hasard, c'est le résultat d'une communication, d'une stratégie orchestrée par la marque, bien sûr. Oui, là, c'est vraiment le phénomène toujours de rareté, et puis surtout d'obsolescence des produits, entre guillemets. Je parle pas de la technicité, mais plutôt du nom du produit avec le principe des numéros. À chaque fois, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, etc., iPhone 10, enfin le 9, non. Et donc, ce qui est marrant, c'est de voir que c'est le principe en sociologie, on parle de holisme, le fait de consommer des produits plus pour montrer aux autres qui on est que par besoin naturel. Et le principe de l'iPhone, c'est comme il est désuet tous les ans, avec un nouvel iPhone, ça donne envie forcément d'acheter le nouveau. Sinon, aux yeux en communauté, justement, en société, on est dévalorisé, entre guillemets. Donc, il y a toujours cette course à avoir le dernier. Et jusqu'où ça ira, c'est la question qu'on peut se poser, parce que toujours essayer d'avoir le dernier pour montrer aux autres qu'on est toujours à la mode, qu'on est toujours en haut de l'échelle sociale, en fait, c'est ça. Jusqu'où ça ira. On a bien vu que les prix n'ont pas arrêté les gens, puisque avec l'iPhone 10, la grosse montée du prix, ça n'a pas freiné les gens. Alors peut-être qu'en termes de vente, mes collègues vont me dire, je ne sais pas ce que ça a vraiment donné en termes de vente par rapport aux anciens, mais j'ai l'impression que plus c'est cher et plus c'est nouveau, plus ça marchera, en fait. Voilà. Ça commence un peu à se gripper. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, d'autres marques, justement, se sont inspirées tech d'Apple. En France, on a l'exemple de Free qui a réussi à se fédérer une vraie communauté d'utilisateurs avec les FreeNote, Stéphane. En Chine, plus récemment, on a vu Xiaomi qui a lancé cette semaine le Redmi Note 7 et j'étais à la conférence hier à Paris. Et ils n'ont pas arrêté pendant l'heure de conférence de faire référence au Mi Fan, la communauté d'utilisateurs, affirmant, rabâchant tout au long de la conférence que le téléphone répondait aux attentes formulées par ces utilisateurs. Donc non seulement un Xiaomi, par exemple, s'inspire des politiques de communication d'Apple, mais va plus loin en la modernisant, cette politique de communication, en la mettant au goût du jour. Je pense que c'est pas suffisant d'avoir une communauté. Je pense qu'il faut surtout avoir une philosophie de vie.
Et ça, le fait de ce que vend Apple, en fait, c'est vraiment la créativité, le fait soi-disant d'être différent, etc. Oui, mais ça, c'était le temps du Mac, Marc. Aujourd'hui, quand tu vois combien le Mac n'est pas vraiment rivalisé au sein... aujourd'hui, tu discutes avec un responsable d'Apple, le Mac, il s'en fout, on contre-fout pour trouver un terme. Alors moi, je l'assimile pas ce principe de, même si c'est l'iPhone, c'était lié au Mac, mais selon moi, ça reste quand même le côté être créatif et avoir à chaque fois quand j'entends des discussions de grand public entre j'ai un Samsung ou j'ai un iPhone, c'est toujours moi j'ai plus d'applis de créa, etc. Enfin, il y a toujours ce côté un peu création, design qui est quand même lié aux différents produits Apple. Donc je pense que la communauté en fait d'Apple, c'est déjà la communauté qui est la même qui va consommer du Starbucks et du Nespresso pour un peu vulgariser, qui sera intéressée par du Tesla. Donc c'est toutes les marques un peu haut de gamme et aujourd'hui. Et Samsung, c'est plutôt un choix de rapport souvent. Alors est-ce que c'est rapport qualité-prix ou anti-Apple justement parce que Apple c'est une communauté de fans, etc. Donc... Puisqu'on prend le cas de Nespresso a lancé il y a plus de 20 ans ce système qui disait voilà, le café on va plus le présenter de cette façon, on va se présenter comme ça. Sous forme d'une capsule. Sous forme d'une capsule. Maintenant le brevet est passé en domaine public et maintenant ils s'en vendent plus des marques extérieures que Nespresso. Oui. Donc en gros, ils ont fait un nouveau format, mais qui a du mal à percer. Pour essayer de relancer le truc et reprotéger. C'est la même chose avec les laboratoires pharmaceutiques. Rendre captifs leur communauté, ce qui est aussi une caractéristique de la communauté d'utilisateurs d'Apple, d'être captif. Et ce qui est juste dingue, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, on donne du Nespresso et une marque alternative, qui plus est si les capsules sont recyclables, ou avec du café bio, je ne sais quoi, il est moins cher que Nespresso, les gens iront en très grande majorité sur les marques en dehors de Nespresso. Ils ont créé des nouveaux formats, et même s'il y a des machines qui sont labellisées Nespresso, ils continuent à en vendre. De toute façon, c'est ça leur business model maintenant, parce qu'il fallait le faire évoluer. Donc, il ne faut pas aussi prendre les gens pour des vaches à lait éternelles. Oui, en clair, les positions ne sont jamais acquises. Et exactement, Apple ou pas Apple. Et par rapport à Xiaomi, puisque tu en parlais, les Mi Fan, depuis le premier modèle de téléphone mobile, ils ont adoré l'idée de cette communauté, c'est qu'ils faisaient des demandes sur un site d'évolution du software, de l'OS d'Android, et quelques temps après, leur vœu était écouté. Donc ils avaient besoin de petites fleurs pour fêter l'anniversaire, et ils avaient des petites fleurs pour fêter l'anniversaire. Et chaque vendredi, il y avait une mise à jour. Et donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour le fondateur de Xiaomi, parce que c'était même dans la baseline de Xiaomi, qui était de faire hurler de plaisir. Notre but n'était pas la rentabilité, mais de faire hurler de plaisir nos fans. Un joli storytelling. Voilà, et donc c'est sûr. Et quand on voit en même temps comment leur store ressemble avec la boiserie aux Apple Store. Oui, ça, ils ont copié Apple et ils essayent d'être un peu plus... Voilà, et donc franchement, être plus proche des gens, c'est jamais une mauvaise chose. Et être à l'écoute des gens, c'est aussi une très bonne chose. Est-ce que Apple finira par sortir de sa tour d'ivoire? Damien, tu voulais réagir peut-être? J'ai jamais rencontré de gens qui ont essayé de me vendre Nespresso à tout prix en me disant que c'était la meilleure du monde. Alors que j'ai des gens qui à tout prix essaient de me dire mon Mac c'est le meilleur ou mon iPhone c'est le meilleur. Je me rappelle étudiant quand je travaillais des fois dans certains magasins d'électronique, j'ai rencontré des gens donc les Mac à l'époque qui m'expliquaient que c'était vraiment le meilleur machine. Des gens qui essayaient de me vendre en fait, ça c'était extraordinaire. C'est ça la force. Comme Dyson. Non mais c'était extraordinaire, ils essayaient de me vendre la machine. Alors que moi j'étais là en tant que démonstrateur. Ce qu'on appelle un prescripteur. Exactement. Donc il y a cette force qui est intrinsèque à la communauté Apple, ce côté on est différent. Et à la fois l'esprit de Steve Jobs n'était de dire on n'écoute pas, enfin on l'écoute bien sûr le consommateur, mais on va pas faire l'esprit de Xiaomi qui est on va prendre les différentes suggestions et on va mettre des petites fleurs parce qu'ils ont dit qu'il fallait des petites fleurs, parce que tout simplement le consommateur on part du principe qu'il ne sait pas ce dont il a besoin. Mais nous on le sait. Donc tout cet ADN là aujourd'hui il continue à perdurer, mais il vieillit. On parlait tout à l'heure des formats. Moi, je suis convaincu que les Apple Event ou Keynote sont plus adaptés. Ils étaient adaptés à une époque, à un moment, à quelqu'un. Aujourd'hui, les orateurs ne sont plus forcément aussi bons. Eh bien, c'est pareil pour la manière de faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et cette question de proximité avec la communauté, les réseaux sociaux l'ont montré. Oui, certes, on n'est pas obligé de toujours d'écouter. Apple écoute et regarde les réseaux sociaux, ils savent ce qui se raconte dessus, mais effectivement, ce côté un peu hautain, tour d'ivoire, qui était distant, qui faisait l'ADN de la marque, aujourd'hui, n'est plus dans l'air du temps. Donc, comment arriver à recoller les morceaux? Il y a une vraie crise à cet endroit-là. Et on peut dire aujourd'hui qu'Apple a
dévalorisé, n'a plus valorisé ses fans comme a su si bien le faire un Nespresso, parce que quand tu arrives dans un magasin Expresso, on te sert un café, on te déboule le tapis rouge, et on arrive dans un Apple Store, il faut plutôt se battre pour arriver jusqu'au Genius Bar, hein, c'est pas pareil. Hein. Mais après, c'est vraiment la notion de communauté aussi. C'est-à-dire que à l'époque où il y avait, je sais pas, 2% de Mac, que le Mac était très dévalorisé, hein, même par les médias, etc., on était des vrais rebelles. C'est-à-dire que non seulement on était persuadés que le produit était un peu fou, dirons-nous. Je pense qu'on est tous persuadés aujourd'hui que le Mac à l'époque était largement supérieur, mais il y avait cette notion comme ça d'être un petit peu rebelle. Aujourd'hui, cette communauté-là, elle existe, mais dans une grosse communauté très, très populaire où maintenant, Apple, effectivement, quand tu dis que tu as un iPhone, tu es presque un mouton. Tu vois, on te traite de mouton sur les réseaux sociaux parce que on te traite un petit peu de vache à lait. Tu vois, tu es prêt à adopter en fait toute cette philosophie un peu aveuglément, de mettre beaucoup d'argent par rapport à d'autres produits justement comme Xiaomi où ils t'en proposent toujours plus pour vraiment pas cher. Et aujourd'hui, la confrontation, elle est plus là. Apple est devenu plus un marqueur social qu'un marqueur de rébellion, selon moi. Et du coup, c'est très normal qu'Apple ne veuille plus de cette vieille communauté pro-Mac, un petit peu comme on était nous à l'époque, parce qu'en fait, elle ne lui apporte plus rien à part des emmerdes. Hein. On est là à la critiquer, à lui tomber dessus dès qu'il y a le moindre petit truc. Ouais. Et effectivement, c'est pas intéressant pour eux. Ils préfèrent avoir l'image dans des médias généralistes. Donc voilà, et je pense que ça va dans l'air du temps aussi. Effectivement, il faut qu'Apple prenne ça en compte. Et moi, j'ai pas envie qu'Apple se transforme en Xiaomi en proposant des petites fleurs. Des petites fleurs, enfin, c'est pas ça que les gens veulent. Je pense qu'aujourd'hui, la marque a su quand même garder le fait que les produits sont très bons et a su vraiment créer un écosystème, a su rendre captif des gens. Mais on peut plus vraiment parler de communauté Apple, je trouve, aujourd'hui. C'est triste un petit peu de dire ça pour des gens comme nous, tu vois, on a beaucoup bossé là-dedans. Mais c'est vrai que c'est devenu un produit grand public, finalement, un peu comme un autre. Cédric. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord parce que vous compariez tout à l'heure avec la communauté d'utilisateurs de Xiaomi, par exemple, qui est quelque chose évidemment d'assez récent. Il faut voir que eux, c'est quelque chose qu'ils ont organisé, c'est-à-dire qu'ils ont des groupes de Mi Fans que, par exemple, ils invitent spécifiquement dans les conférences, qui mettent au centre et au milieu. C'est un peu comme les employés d'Apple, c'est que tu mets plutôt un peu à l'arrière et un peu à l'avant pour encadrer les applaudissements. Mais Apple fait pas ça. Apple organise pas des choses spécifiques pour sa communauté. Il y a des trucs pour les développeurs, ça ok. Chez Apple, les utilisateurs existants n'intéressent personne. C'est des gens qu'on estime qu'ils sont déjà ferrés et que voilà, les fidéliser, c'est juste continuer à sortir des produits au même rythme. C'était vrai il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. De par le positionnement. Sur un marché saturé, c'est vrai que sur un marché saturé, c'est vrai qu'il faut peut-être jouer un petit peu plus la fidélisation et que c'est pas quelque chose qui a été dans l'ADN récent d'Apple. Mais je suis d'accord avec Didier sur le fait que vous vous référez à un temps qui n'a plus, moins de 20 ans. Plus lieu d'être. C'est-à-dire que, non mais à un temps où l'achat d'une machine Apple, alors je parle de l'avant smartphone, c'était un acte militant. Ça c'est terminé, c'est terminé. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans une certaine mesure chez Tesla par exemple, où là ouais, t'as une espèce d'incroyable communauté d'utilisateurs où tu vois des trucs dans des groupes, des forums où tu vois, moi je voyais ce matin un message d'un type qui dit j'aimerais bien faire essayer la voiture à ma maman de 75 ans mais bon elle est vraiment loin de la seule concession qui est en Ile-de-France, et il y a 4 personnes qui disent bah viens chez moi, je te fais essayer la mienne. Enfin des trucs tu vois qui n'auraient pas cours aujourd'hui. T'imagines quelqu'un dire j'aimerais bien essayer un iPhone mais l'Apple Store est loin, bah viens chez moi, je vais te dire. Non, ça c'est terminé. Et avec des gens qui connaissent les produits par cœur, qui sont très très engagés dans le truc, qui ont beaucoup investi et qui sont pour qui l'achat de leur truc n'est pas juste un acte de consommation. C'est sûr, il y a quelques années, les utilisateurs de Mac, on se comptait sur le doigt d'une main, on croisait quelqu'un avec un Mac dans le métro, on pouvait entamer la conversation, discuter pendant des... La seule survivance de cette communauté historique, c'est encore les pommes autocollantes que l'on retrouve dans les différents packaging. Mais le fait est que ça fait bien longtemps qu'on les voit plus à l'arrière des scooters, et le fait est que ce qu'on constate, c'est que typiquement ce qu'a voulu faire Angela Arendt avec les histoires de place du village, de nouvelle Apple Store dans lequel n'importe qui peut venir, rentrer et se cultiver, enfin assister à un showcase ou autre, c'est ça finalement la logique de communauté d'Apple, c'est de s'élargir au plus grand nombre tout en créant un esprit de corps, mais qui n'est plus l'esprit de corps qu'on connaît historique, on va pas ressortir tout ce qu'on vient de dire, mais qui est lié à autre chose, qui est lié à cet esprit de marque, marqueur social, comme disait Marc tout à l'heure, et cette logique de lifestyle, comme on dirait en marketing. Mais c'était quand même aussi des communautés qui étaient rassemblées par un rythme d'innovation soutenu. C'est ça le vrai problème.
C'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de produits. Enfin, on ne sent pas qu'il y a énormément de produits très innovants aujourd'hui. Peut-être que c'est pas en communication qui devrait évoluer, c'est plutôt dans le côté produit. Est-ce qu'il ne devrait pas espacer finalement les sorties de produits plutôt que C'est plutôt ça, j'ai l'impression, qui peut un peu fatiguer les gens. Parce que moi, je pense qu'au contraire, ils doivent continuer le fait d'être très rares sur les réseaux sociaux et d'être très rares dans leur communication. Parce que plus ils seront rares, plus ils seront ils garderont leur image de luxe. Sinon, ils vont la perdre. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus. Le vrai problème d'Apple aujourd'hui, c'est le prix. Il faut arrêter. C'est le prix. C'est trop cher. Voilà, il faut le dire. Les produits d'Apple sont trop chers. Ils visent très haut. La différenciation, la valeur ajoutée, elle n'est pas si évidente qu'il y a quelques années. Donc, il faut faire quelque chose. Et comment on fait ? Comment font les marques de luxe pour valoriser leurs clients ? Je pense que justement, elles baissent jamais leur prix. Non, elles baissent pas leur prix. Elles fidélisent leurs clients. Elles mènent des actions auprès de leurs clients. Elles font des journées portes aux yeuvettes, des ventes privées. Elles font des soldes privés. Elles font des... Alors, on se référence à une marque de luxe. On va pas avoir ce débat. Mais non, mais on se réfère à Apple, marque de luxe. Mais alors, allons-y jusqu'au bout. C'est ni Chanel, ni Vuitton, ni rien de comparable. Non, elle n'est pas comme ça. Ils font des produits chers, mais c'est pas une marque de luxe. Mais elle veut en tout cas elle veut avoir cette image de luxe. Elle les apparats d'une marque de luxe premium, mais c'est une marque mass market. Ah bah exactement. On est d'accord. Mais c'est un peu comme Nespresso, c'est pareil. C'est des dosettes, ça coûte 1 €. Tu vas acheter un truc à 10 €, tu rentres, André, qui te servent un bijou. Voilà. Quand tu vas acheter des dosettes, tu as vu comment c'est ? Tu rentres, ils sont tous habillés là en costume, en marron, ils te vous voient, ils sont très précieux et en fait ils te vendent une dosette à 1 €. Je me suis fait réflexion la dernière fois, je dis mais c'est quoi ce truc en fait ? C'est ça la com, voilà. Oui, et c'est pour ça que Nespresso reste, même si les gens vont acheter d'autres dosettes, mais de quoi ils sont fiers les consommateurs de café quand on est invité chez quelqu'un, c'est de nous montrer la machine qui va s'appeler Nespresso. Si elle s'appelle autre chose, pour moi, j'ai le même effet quand je regarde Xiaomi pour l'instant. Ils ont beau essayer d'imiter Apple en essayant d'être précieux, mais comme il n'y a pas de philosophie derrière, je ne connais pas il n'y a pas de storytelling selon moi. Effectivement, ils sont devenus une grosse boîte, ils ont cet historique avec leurs clients, ils ont beaucoup de mal à réagir en période de crise aussi. Je pense que il y a des gens qui ont des problèmes en masse et tu vois très très peu de communication derrière. Là, le bug de FaceTime, t'envoyais aux infos, il n'y a même pas quelqu'un chez Apple pour leur répondre. Ils publiaient 3 lignes de communiqué. Et effectivement, peut-être qu'ils auraient besoin de changer un petit peu de stratégie maintenant. Ils arrivent peut-être au bout un peu du système, mais c'est vrai que quand tu vois ce qui est devenu Microsoft aujourd'hui, on n'a pas envie qu'Apple finisse comme ça non plus. Donc il faut qu'ils gardent leur ADN, mais peut-être que effectivement ils s'ouvrent un petit peu plus. Et puis tu vois la façon dont aujourd'hui les marques traitent un petit peu les influenceurs. Tu vois, c'est un bon marqueur aujourd'hui. Ils les invitent avec des petits showrooms, des choses comme ça un petit peu avant, etc. C'est des choses qui créent un petit peu d'affect aussi avec les produits. Apple fait ça très très peu, de manière vraiment. Tu vois, ils prennent un petit vidéaste comme ça, un petit mec dans un coin, mais il y a moins ce côté entraînant un peu des communautés, et notamment, tu vois, il y a YouTube qui prend beaucoup de place aujourd'hui. Je trouve qu'ils ont très peu de respect un peu pour ces nouveaux médias-là aussi, quoi. Ils continuent à communiquer, par exemple, avec CNBC, le Wall Street Journal, tu vois, ça reste très, très élitiste comme communication pour un produit de masse, quoi. Je ne sais pas si le départ d'Angela Arendt c'est un marqueur de ce changement de politique dans les années qui viennent. Elle ne s'occupait pas de la com, elle s'occupait juste de la distribution, mais c'est quand même la vitrine principale aujourd'hui lorsqu'on va en magasin de la marque. On verra si l'avenir nous le dira. On a une réponse déjà dès le 25 mars prochain. On ne l'a pas dit, mais nous serons en direct dans cette émission pour couvrir cet Apple Event. Il y a déjà un virage qui sera donné vers le côté service. On verra s'ils changent un petit peu leur modèle en matière de format de keynote aussi, parce que c'est vrai que depuis l'ère Steve Jobs, beaucoup de marques ont également adopté ce type de communication et qu'il y a des choses à revoir. L'heure est venue de passer à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Virgile. Quel est ton coup de cœur cette semaine, Virgile ? Alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est donc comme tu l'as dit tout à l'heure, on était à la conférence Xiaomi et ils ont lancé une caméra connectée qui est avec à 360 degrés en 1080p, vision infrarouge. Donc le tout pour 39 €, c'est vraiment pas cher. Ouais. 39 € une caméra Wi-Fi. Bon, entre Netgear et Netatmo, ça risque de faire du dégât tout ça. Marc, quel est ton coup de cœur cette semaine ?
Moi, en fait, c'est dans Mini. Bon, c'est pas très nouveau, hein, mais c'est l'Apple CarPlay. J'apprécie vraiment avoir l'Apple CarPlay dans la petite Mini, avec les commandes sur le volant aussi, et puis l'écran qui reproduit à l'identique donc l'iPhone. C'est-à-dire que l'écran Ouais. est tactile, c'est ça? Ouais, voilà, c'est tactile et c'est ce qui est bon. Par contre, moi, je suis sur Spotify et bon, généralement, quand je suis en voiture, c'est pas trop pour envoyer des SMS, et cetera, donc c'est plus pour la musique, et cetera. Le problème, c'est que Spotify est très moche sur Apple CarPlay. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès pour qu'on prenne Apple Music? Non, je C'est la pense pas, parce que question que je me pose. Ou alors c'est c'est moche aussi, Spotify je qui a sais pas. développé l'application, a priori, Didier, hein, c'est pas Apple. Hein. Oui, même si c'est verrouillé, hein, D'accord. Apple verrouille quand même pas mal ses interfaces. Et c'est quand même relativement récent qu'ils acceptent Google Maps, Spotify, rappelons-le. Hein. Il s'ouvre vraiment avec parcimonie. Didier, puisque tu es à l'écran, quel est ton coup de cœur cette semaine? Mais justement, on va rester dans l'automobile, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu ce qui est plus excitant que les smartphones, tu vois, c'est de voir ce qui se passe du côté des voitures. Et j'étais au Salon de Genève, donc la semaine dernière, et je suis monté à bord, on a fait une petite vidéo d'ailleurs, de la Polestar 2, donc de Polestar, qui est une espèce de filiale de Volvo, en gros une filiale sportive, et qui ont donc lancé une voiture concurrente de la Model 3. Alors, je sais pas si tu as essayé la Model 3, mais C'est prévu le mois prochain dans cette émission. Alors, la Polestar 2, c'est vraiment la concurrente directe, puisqu'elle a 500 km d'autonomie, elle est très sportive, elle a un 0 à 100 très rapide, et surtout, je suis allé la voir parce qu'elle fonctionne sous Android, c'est, je pense, la première voiture qui marche sous Android, et ben j'étais très surpris, c'est que là, tu vois vraiment qu'il y a des gens qui savent faire du logiciel et d'autres pas. Quand t'es monté dans les Peugeot, les nouvelles Clio 208, qui sont quand même pas mal, hein, mais là t'as un petit niveau au-dessus en termes de réactivité, il y a un vrai Play Store avec plein d'applications, ça se met à jour tout seul, et tu sens vraiment que l'avenir, il est là en fait dans les voitures. Il va falloir se battre pour être présent. J'espère qu'Apple va y aller parce qu'en fait, on a besoin d'Apple en fait là-dessus. Pas forcément qu'il nous fasse une voiture, mais qu'il nous fasse un bon système. Et voilà, la Polestar 2, franchement, elle est proposée entre 39 000 et 50 000 euros hors option. Donc ça, c'est très concurrentiel par rapport à Tesla. Le seul regret, c'est que ça ne sera pas disponible en France au lancement dans un an. Elle arrivera que dans un an. Mais je pense qu'elle peut assez bien fonctionner sur ce segment. Merci Didier. Cédric, de ton côté, ton coup de cœur? Moi, j'ai un vrai problème dans la vie, c'est que les AirPods ne me tiennent pas dans les oreilles. C'est pas nouveau, hein, mais du coup, j'essaye tout ce qui sort en oreillette 100% sans fil. Et alors, les dernières que j'ai, je te les montrerai bien, mais je les ai dans les oreilles. Ouais, voilà. Elles sont très discrètes. Elles viennent de chez Sennheiser. Elles sont très jolies, elles viennent de chez Sennheiser. Elles s'appellent le Momentum True Wireless, truc assez haut de gamme. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc aussi confortable dans les oreilles. C'est d'un usage hyper simple. Les deux côtés sont tactiles pour le volume, le reste, pour appeler Siri si tu en as envie, etc. Je suis assez impressionné. C'est un peu comme les autres, hein, 4 heures d'autonomie plus 8 heures d'autonomie à l'intérieur de la boîte. Surtout, la qualité sonore est absolument bluffante. C'est à l'égal des Master & Dynamic que j'avais testé il n'y a pas longtemps et qui était quand même plus cher. Celle-là coûte 300 € et c'est ce que j'utilise depuis le début de cette ORLM pour vous parler. Je ne sais pas comment est la qualité sonore. Non, le micro est pas mal. Ça a l'air assez propre. Le micro est pas mal, c'est pas trop mal. C'est moins métallique qu'avec les AirPods. Ouais. Et je vous laisse. Salut. Alors moi j'ai participé récemment à un Kickstarter, je trouve ça très sympa, c'est un produit qui vient de sortir qui s'appelle Moft, qui va être prochainement envoyé. L'idée c'est la suivante, quand vous tapez sur votre ordinateur, moi je sais pas vous, mais j'aime bien avoir l'écran, enfin pas l'écran, mais le clavier un tout petit peu surélevé. Donc j'ai aujourd'hui un support de bureau en aluminium qui me permet d'avoir le clavier comme ceci et donc plus haut, et donc me permet de me tenir plus haut. Problème c'est lorsque je suis en mobilité, comment je fais pour avoir ça? Eh bien donc c'est tout bête, mais une marque a sorti ce truc-là, ils ont touché alors $920 000 de back, avec plus de 32 000 backers qui ont mis de l'argent là-dedans, dont moi, bien sûr. Et l'idée, c'est quoi? C'est de mettre une sorte de petite plaque autocollante sous le MacBook, et en fait de permettre automatiquement de surélever avec 2 positions le MacBook pour faire en sorte de simplement avoir un confort d'écriture. Vous êtes dans le train, vous êtes dans l'avion, vous êtes au bureau, vous n'avez pas votre support habituel et vous désirez quand même avoir ce confort d'écriture, et bien vous surélevez automatiquement votre Mac pour avoir l'écran plus à hauteur d'yeux et d'avoir un confort d'écriture meilleur. Moi j'aime beaucoup. Hein, parce que c'est pour je le dos, trouve sincèrement, important. pour avoir testé ça avec des produits plus classiques en aluminium, je trouvais ça super. Et quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ça a l'air vraiment génial, donc je l'attends avec impatience. Bien, merci Damien. De ton côté, Stéphane, ton coup de cœur? C'est 2 coups de cœur, dont un très rapide. En fait, le premier, c'est pour l'école 42, qui, le jour des 30 ans du web hier, a fait sauter la limite d'âge des
de 30 ans, donc tout le monde peut accéder à 42. Donc je trouve ça. On peut m'inscrire à 42. On peut s'inscrire à 42. Je trouve que c'est très bien parce que nous manquons. 37 ans, donc je peux m'inscrire. Voilà, c'est ça. Ouais, fous-toi de nous. D'accord. Non, mais bien sûr. Non, mais en tout cas, c'est très bien parce que nous manquons de développeurs et toute initiative pour avoir des développeurs est une bonne nouvelle. Mon coup de cœur, en fait, c'est un pommeau de douche qui en est à sa 2e version, qui est aussi sur Kickstarter et qui s'appelle Nebia 2. Il y a eu un Nebia 1. Et dans Nebia 2, on en est... Là, le retour. Et donc, je veux juste regarder pour être sûr du nombre d'heures. On en est à 1 658 000 $ de levée pour 4 500. Pour un pommeau de douche. Et juste pourquoi dit, donc c'est un pommeau de douche qui permet d'économiser 70% d'eau pour le même résultat. Donc, et je peux même vous dire que parmi les... change de couleur quand tu as consommé trop d'eau, c'est ça? Non, c'est un truc qui diffuse mieux l'eau. Il te prévient pas de la consommation. Et juste par rapport au sujet qu'on a eu de cette émission, par rapport aux fanboys, juste pour dire, parce que je pense que tous les fanboys d'Apple ont contribué à ce projet, parce que Tim Cook l'a backé, a contribué dessus. Ah, bah c'est bien. Et donc il avait contribué à la première version, là il vient de contribuer dans la 2e, et dès ça a été su qu'il a contribué, le compteur s'est élevé de façon exponentielle. Tu sais qu'on dit plus Tim Cook, on dit Team Apple maintenant. Team Apple, voilà, c'est sûr. Ouais, d'ailleurs, Olivier, on n'a juste pas dit que, c'est vrai, tu as raison. que grâce à Tim Cook, quand même, Apple continue aussi à avoir de la sympathie. Et c'est un peu lui qui sert de community manager, d'incarnation humaine et de community manager. Exactement, c'est important. Parce qu'il est tout le temps à citer Martin Luther King, le fait qu'il soit homo, etc. Enfin, il a toute une sympathie autour de lui, un positionnement, ce type qui est très bonne pour Apple. C'est vrai qu'il tweet pas mal. Bon, il a parfois la communication plus d'un chef d'État que d'un chef d'entreprise. Mais il a un avion privé pour ça, etc. Mais c'est vrai que vu ce que pèse aujourd'hui Apple, c'est quasiment le PIB d'un pays développé, donc on peut le comprendre. De mon côté, regardez cette petite merveille. Je la pose ici sur le coin. Oui, là, je dois le poser là. Voilà, c'est magique, ça commute. C'est la nouvelle enceinte de Devialet, la Phantom Reactor. Elle reprend le design de la fameuse Phantom, la célèbre enceinte du constructeur audiophile français. Sauf qu'elle est 4 fois plus compacte. Elle n'affiche plus évidemment 4500 watts comme sur le haut de gamme au compteur, mais tout de même 600 watts sur l'entrée de gamme et 900 watts tout de même sur la version plus puissante. Alors rappelons quand même que c'est une enceinte mono, mais que normalement pour avoir un rendu stéréo il en faut 2. Il faut donc acquérir une paire. Et puis son prix, bien sûr, vu qu'elle est compacte, il est un peu plus raisonnable. Comptez 990 € pour la version 600 watts et 1290 € pour la version 900 Devialet. Regardez, elle est magnifique et on a hâte de l'essayer. On va même essayer de vous faire une petite vidéo pour vous la présenter plus en détail. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 326e épisode d'On refait le Mac. Merci messieurs d'avoir participé. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et puis vous revenez quand vous voulez. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvelle émission. Et pour être prévenu en temps réel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Et une chose que j'oublie de vous dire, c'est que vous pouvez aussi être notifié d'une nouvelle émission lorsque vous cliquez sur la petite cloche, voilà, sur YouTube. Vous savez automatiquement qu'une nouvelle émission est en ligne. N'hésitez pas à le faire, vous recevrez une notification. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.